Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison de Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Aujourd'hui, je vous propose une histoire pour se faire peur. Une histoire à se raconter le soir quand le brouillard monte doucement dans le crépuscule et que le renard glapit au loin. Oui, ou le chat errant du coin pour ceux qui vivent en ville. Serez-vous assez courageux, enfant comme adulte, pour l'écouter jusqu'au bout ? C'est une histoire qui se passe il y a bien longtemps. Un temps où il n'y avait ni électricité ni voiture. Un temps où femmes, enfants et hommes entendaient encore les voix de la nature et craignaient les êtres invisibles, le petit peuple, et ces endroits ni vraiment de ce monde ni de l'autre. Voyager était une aventure, on partait rarement seul sur les chemins. Non pas par peur de rencontrer des brigands ou des voleurs, mais plus pour ne pas s'égarer, quitter le chemin et errer sans fin dans l'entremonde. Cet espace qui séparait le monde réel et tous les autres. Un monde infini, noir et peuplé de créatures dangereuses. Un monde dont on ne revenait pas. Jamais. Enfin, c'était ce qu'ils se disaient. Ce que les gens se chuchotaient le soir au coin du feu. Bien sûr, il y avait des villes, des villages et des gens. Moins que maintenant, c'est sûr, mais il y avait des familles, des femmes, des enfants et des hommes. Il fallait bien se nourrir aussi. Alors tout ce beau monde travaillait. Aux champs, à la mine, sur des bateaux. On vendait, on forgeait, on élevait du bétail. On échangeait nourriture contre étoffe, animaux contre bois ou charrettes, travail contre logement. Chacun faisait en fonction de ses moyens, et c'était bien comme ça. On s'entraidait. Les lavandières plaisantaient en massant leur dos douloureux de leurs mains calleuses entre deux tournées de linge. Ceux au champ sifflaient ou chantaient quand le labeur n'était pas trop dur. Et même si l'argent existait, on préférait troquer, échanger des services contre d'autres. Et il n'y avait pas vraiment de riches ou de pauvres. Oh, bien sûr, mis à part ces nobles seigneurs et gentes dames qu'on ne voyait jamais dans les campagnes. Des gens riches et puissants, mais qui ne descendaient jamais jusque dans les vallées, ne grimpaient jamais les cols escarpés des montagnes pour aller voir les petites gens. Quand ils se déplaçaient, c'était toujours en carrosse ou à cheval, et accompagnés de servants et de soldats. On les voyait et on les entendait venir de suffisamment loin pour que toute créature venue des autres mondes ait bien le temps de se cacher ou de déguerpir. Parmi les gens du peuple, chacun restait chez soi, ne partant jamais à plus de 3 ou 4 heures de marche de sa maison, son village ou son hameau. Parce que voyager était une aventure et qu'il y avait beaucoup de travail, peu s'y risquaient. Et puis il circulait beaucoup d'histoires de gens partis, perdus, jamais retrouvés. Alors chacun restait où il était et s'accommodait de sa vie. Les parents racontaient à leurs enfants des histoires horribles, d'aventuriers partis et mangés par des bêtes féroces ou disparus dans les autres mondes. Et que même, parfois, si on tendait l'oreille, on pouvait entendre leurs cris dans les soupirs du vent, lors des grandes tempêtes. Les grands-mères parlaient de leurs enfants disparus parce qu'ils voulaient découvrir le monde et qui maintenant erraient dans l'entremonde, ou dans les autres mondes, ni morts ni vivants, mais souffrant de cette immortalité et de la peur d'être seuls, de la faim et de la soif, pour toujours et à jamais. Elle parlait de ces enfants qui parfois venaient pleurer et se lamenter auprès des vivants, par l'intermédiaire de leurs rêves. Donc, tout le monde restait bien au chaud chez soi. Enfin, tout le monde, presque tout le monde. Sauf les conteurs, qui racontaient volontiers toutes ces histoires plus horribles les unes que les autres, et les haleurs. Les haleurs aussi étaient de grands voyageurs. Parce que oui, il en fallait des haleurs pour conduire les objets d'une ville à l'autre, que ce soit de la nourriture, des étoffes ou encore bien d'autres choses. Mais d'abord, c'était quoi un haleur ? Les haleurs, c'étaient des gars, et parfois des filles grands, forts et vaillants. Leur boulot ? Tirer des bateaux le long des fleuves et des rivières, parfois à l'aide d'animaux, comme des chevaux, des ânes ou même des bœufs. D'autres, trop pauvres pour acheter et s'occuper d'animaux,
tiraient les bateaux eux-mêmes avec leur propre force. Ceux-là, on les appelait les haleurs à la bricole. C'était un travail extrêmement dur. Généralement solitaires, parfois en famille, les haleurs et leurs bateaux à fond plat faisaient la liaison entre les grosses villes et les plus petits villages. Ils traversaient les champs, les campagnes et parfois les forêts, toujours en longeant le fil de l'eau. Toujours d'un pas lent et régulier. Aldric est un jeune homme. Il doit avoir dans les 14-15 ans, doté d'une tignasse brune et d'yeux dorés. Le visage briné par le soleil, il a des mains déjà calleuses et la trace du harnais sur le corps. Depuis quelques mois, il vit seul dans sa petite cabane au bord de l'eau, avec Neige, sa seule amie. Neige, c'est un petit animal à 4 pattes, tout poilu, tout blanc, sauf le bout de sa queue, toute noire. Neige, c'est une hermine. Orphelin, le seul souvenir qu'il a de ses parents, c'est son bateau. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas le seul souvenir qu'il lui reste de ses parents. De sa mère, il conserve un collier. Il le porte autour du cou. C'est un joli collier avec un pendentif. Un pendentif qui renferme en son cœur une mèche de cheveux blonds comme l'or, une mèche des cheveux de sa mère. Et de son père, en plus du bateau, il a un mystérieux tonneau, scellé sur le pont du bateau. Aldric a déjà essayé plusieurs fois de l'ouvrir, mais il n'y est jamais parvenu. Sa vie est dure, il est sur les chemins du matin au soir. Pendant tout le temps où le soleil poursuit sa course dans le ciel, il travaille. Et Neige, son amie, n'est jamais bien loin. Elle est sur son épaule, à lui chatouiller l'oreille avec sa queue, ou occupée à prendre un bain de soleil sur la barque, ou encore en train de babiller à son oreille. Comme pour tous les autres à l'heure, Aldric connaît le secret. Il sait tout de cet accord tacite, de cet accord dont on ne parle jamais. Quoi qu'il arrive, quel que soit le retard, il ne faut jamais, jamais être sur la route quand il fait nuit. Dès que le soleil se couche, avant même le moment où ses dernières lueurs disparaissent à l'ouest, il ne faut plus être dehors. Rentrer chez soi ou à l'abri sur son bateau, mais jamais, jamais sur la route. 2 novembre, petit matin. Neige réveille Aldric à grands coups de langue grappeuse. Il se lève, s'étire. Sa respiration fait des ronds de buée dans l'air. Vite, il s'habille en frissonnant, rajoute un pull sur celui qu'il porte déjà et sort de la petite masure bâtie au bord de l'eau. Une petite cabane en bois, toute de guingois, de travers, mais c'est sa maison et il l'aime. Dehors, l'herbe gelée craque sous ses pas. Il sautille, tape du pied au sol pour se réchauffer. Il défait sa corde, fait les nœuds autour de sa poitrine et s'harnache à son bateau. Ce jour-là, il fait la liaison entre 2 villages. Environ 7 heures de route, enfin de bateau, ou de chemin de halage, mais vous avez compris. Avant tout, il lui faut rejoindre le premier village. Sa barque vide derrière lui, il part en chantonnant, Neige son hermine enroulée sur ses épaules. C'est un village où il a l'habitude d'aller, et sur le quai, ses clients l'attendent. Il charge sa barque, échange les dernières nouvelles, accepte un bol de soupe chaud dans l'auberge. Quand enfin il se remet en route, le soleil est déjà haut dans le ciel. Un beau ciel bleu d'automne. Les feuilles tombées au sol, gelées et brillantes au petit matin, sont maintenant sèches et ternes. Aldric enlève un pull, reprend sa corde et la lie à son bateau. Il met un pied devant l'autre. D'abord difficilement, parce que l'embarcation est lourde, puis de plus en plus facilement. Et le voilà qui marche d'un pas lent et sûr au bord de l'eau. Dans sa barque à fond plat, il y a 4 ballots de tissu, 3 tonneaux de pommes, quelques sacs de farine et 2 sacs de riz. Une denrée rare et précieuse venue d'un pays lointain. Le temps passe. En plein après-midi, il fait chaud. Tellement chaud que sous les feuilles, la terre s'est transformée en boue. Alors Aldric avance plus doucement.
péniblement. Il met un pied devant l'autre, parfois il glisse, mais il avance, un pas après l'autre, doucement. Le soleil baisse sur l'horizon. Il avance toujours, à l'abri des arbres. S'il fait encore clair au-dessus des cimes, au sol, la pénombre s'installe. Le pied d'Aldric glisse sur une branche. Il tente de se rattraper, mais s'étale de tout son long dans la boue. Il s'assied, frotte ses vêtements sales. En se redressant, il sent une douleur à la cheville. Il fait quelques pas. Il a mal, très mal. Il prend sa chemise, la découpe en morceaux et en fait un bandage. Il avance doucement, douloureusement. Dans le ciel, le soleil continue sa course implacable vers l'ouest. Aldric essaye bien d'accélérer, mais ça fait trop mal. Et sur son bateau, il n'a pas la place pour y passer la nuit. Alors il avance. Il avance tant que le soleil est là. Et même si l'astre disparaît derrière l'horizon, jetant sa dernière lueur sur le monde, Aldric avance toujours. Il a allumé des torches, une à chaque extrémité de son embarcation. Il en tient une autre dans la main. Pas après pas, pieds après pieds, il avance, courageux. Au loin apparaissent les lumières du village. Il doit encore passer sous un dernier pont. Un pont en pierre blanche, celui qui marque l'entrée du village, et il sera en sécurité. Bien sûr, il a peur, mal, et il tremble de froid, mais il ne veut pas le montrer. Il avance, le regard fixé sur le village. Autour de lui, la brume monte. Les sons deviennent de plus en plus ténus, étouffés. Il s'engouffre sous l'arche du pont. De l'autre côté, il voit de mieux en mieux les contours du village. Il fait quelques pas, concentre ses efforts et son regard sur les maisons. Il avance. Il cligne des yeux. Il ne voit plus ces lumières rassurantes. Les torches éclairent de moins en moins. Autour de lui, la pénombre s'installe. Aldric met un pied devant l'autre. Il avance sous ce pont qui ne semble plus avoir de fin. Le noir se fait de plus en plus présent, oppressant. Il prend peur. Déjà, il ne voit plus sa barque, le chemin ou l'eau. Il met ses mains devant son visage, et doucement, il voit ses doigts, ses bras, tout son corps disparaître dans l'obscurité. Il ne voit plus non plus la corde qui le relie à sa barque, mais il sent encore son poids, rassurant. Sous ses pieds, le sol se dérobe. Le bruit de ses pas s'estompe. Il n'y a plus rien de solide. Il marche dans une obscurité totale. Il n'y a plus de bas, de haut, de gauche ou de droite. Dans son oreille, les couinements de neige diminuent jusqu'à totalement disparaître. Tout comme le contact rassurant de sa fourrure. Il est seul avec juste le poids rassurant de sa barque, dans un silence total et un noir d'encre. Il marche, ne s'arrête pas. Pendant des heures, il met un pied devant l'autre et il avance dans ce noir infini. Sans rien voir ni entendre, il continue, un pied devant l'autre. Le temps s'étire, long, silencieux. De temps en temps, il s'arrête pour se reposer quelques minutes. Quand il a faim ou soif, il cherche sur son corps la corde, celle qui le relie à son bateau, celle qu'il a attachée au tonneau scellé de son père. Il pose la main dessus et avance jusqu'à son embarcation. Sous ses doigts, il sent le grain du bois de son bateau, du tonneau de son père, mais aucune trace de marchandises. Alors il imagine à tâtons l'emplacement de tout ce qu'il y avait sur son bateau. Il visualise les tonneaux de pommes, là, tout juste à côté de celui de son père. Il imagine le bois rugueux, la douceur de la peau des fruits. Il imagine aussi neige blottie tout contre son cou
à attendre qu'il croque dans une pomme pour lécher le jus dégoulinant sur son menton. Il imagine sa main plongée dans le tonneau, attraper une pomme. Il s'imagine croquer dedans. La première n'a pas de consistance. Il a l'impression de manger un nuage, sans odeur, sans saveur, sans rien, et tout seul, sans amis. Mais cette pomme imaginaire lui redonne courage et force. Aldrich se remet en route. Il marche, pendant des heures, dans le noir et le silence. Et à nouveau, la fatigue. Alors il recommence. Il met la main sur la corde bien réelle, rejoint le bateau tout aussi vrai, et imagine à nouveau Neige attendre impatiemment qu'il mange, et le fruit rouge et bien mûr. Il ferme les yeux et voit le panier. Il prend entre ses mains une grosse pomme, bien rouge. Il imagine son poids. Il imagine les frémissements de neige sur son épaule. Il lève le fruit jusqu'à sa bouche et il croque. Il entend le bruit de sa mastication, il sent le goût de la pomme sur sa langue, et pense sentir, tout contre sa joue, la chaude fourrure de son hermine. Aldrich se remet en route. Il marche, longtemps, dans le noir et le silence, mais sur son épaule, il pense sentir un petit poids rassurant, celui de Neige, son animal, son ami. Et à nouveau, la fatigue, la faim, la soif. Cette fois, il garde les yeux grands ouverts. Il veut que cette pomme soit délicieusement réelle, que le jus lui dégouline vraiment sur le menton et que Neige le chatouille en le léchant. Il serre les poings très très fort. Il imagine, il prend une grande respiration. La pomme, là, dans le panier. Il croque dedans et le jus lui dégouline sur le menton. Neige se précipite, lui lèche les lèvres, il sent le poids et la chaleur du petit animal. Le silence autour de lui se déchire. Aldrich entend son cœur battre fort dans sa poitrine. Il entend sa respiration. Il sent le poids de la pomme, bien réel dans sa main. Il sent aussi le parfum du fruit et l'humidité de son jus. Même s'il fait toujours noir, il n'a plus peur du tout. Il marche droit devant lui, en tirant sa barque. Il marche, il ne s'arrête plus. Pendant des heures, il met un pied devant l'autre et avance dans ce noir d'encre, sans rien voir. Mais il entend. Il entend son cœur battre, sa respiration et le bruit de ses pas. Il sent la fourrure de son ami, la chaleur de son corps. Il marche dans le néant. Entre ses mains, le pendentif de sa mère. Il marche en ouvrant grand les yeux dans l'obscurité, confiant. Et entre ses doigts, tout doucement, le pendentif devient chaud. Surpris, il le regarde. Et là, au creux de sa main, une faible lueur, sourde, diffuse. Une toute petite lumière qui s'échappe d'entre ses doigts. Elle s'agrandit. Il baisse encore la tête et voit le pendentif briller. Il ouvre les doigts. La lumière devient encore plus intense, de plus en plus lumineuse. La mèche de cheveux blonds contenue dans le pendentif vibre d'une énergie contenue. À l'autre bout de la corde, le bateau. Il est toujours dans l'obscurité, mais une lumière luit à l'arrière. Le tonneau scellé, le cadeau de son père, tremble comme si quelque chose essayait d'en sortir. Aldrich s'en approche. Et plus il s'en approche, plus le tonneau tremble. Dans sa main droite, le pendentif de sa mère illumine la scène. Il pose l'autre main sur le tonneau. Le pendentif brille de plus en plus. Le couvercle du tonneau explose, dévoilant une pierre blanche, la pierre angulaire d'un pont. La pierre angulaire de ce pont en pierre blanche, là, oui, celui juste avant le village, celui qu'il a traversé après la tombée de la nuit et qui l'a mené droit à l'entremonde. La pierre brille, tout comme le pendentif. Et ensemble, ils brillent, de plus en plus. La zone de lumière, elle s'agrandit toujours. Aldrich ferme les yeux. Même comme ça, la luminosité est douloureuse. Et elle s'étend, de plus en plus, jusqu'à totalement l'envelopper. L'envelopper lui
et son embarcation. Il crie, il se sent tomber. Quand il ouvre les yeux, il est couché dans la boue. Neige lui lèche le visage, lui donne des petits coups de museau. Les premiers rayons du soleil levant caressent sa joue. Il s'assied, regarde autour de lui. Il est de l'autre côté du pont blanc. Devant lui, le village. À ses pieds, le sol est piétiné. Sur le bateau, le tonneau de son père, éventré. Il ouvre la main. Le pendentif de sa mère a disparu. Il regarde son bateau. Il manque des pommes dans les tonneaux. Il regarde tout autour de lui. Il est seul. Seul le long de l'eau. Alors il remet la corde autour de son corps et clopant, se remet en route vers le village. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire, avec un S au bout. N'hésitez pas non plus à commenter et à partager. Merci beaucoup et à la prochaine!